Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre édition d'information. Au moins 22 personnes ont perdu la vie. Ils seraient décédés dans un puits inondé au centre du Zimbabwe. Visite du prince Mohamed Ben Salam au Pakistan. Il entend signer plusieurs accords lors de cette visite. 6 ans après la saisie de 680 kg de cocaïne, la police dominicaine ouvre le procès Air Cocaïne. C'est tout pour le sommaire. Romaric Blio pour le développement. Soyez les bienvenus dans cette édition. Merci à vous, Yuan Lou. Au Zimbabwe, au moins 22 corps ont été donc retirés par des secouristes des puits à l'ouest de Harare. Des mineurs d'or illégaux ont été donc retrouvés morts. Pour les responsables du site et les témoins, ils ont donc qualifié l'incident de désastreux. Le miracle n'aura fonctionné qu'à moitié au Zimbabwe. Les secours ont extrait ce week-end 22 cadavres des mines d'or inondées mardi dernier. Une mauvaise nouvelle toutefois atténuée par le sauvetage de 8 rescapés. Ces derniers ont immédiatement été hospitalisés et ils seraient dans un état stable, ont fait savoir des sources médiatiques locales. Les conditions de survie au fond des puits étaient extrêmement éprouvantes, a fait savoir un des rescapés. Alors que l'eau leur arrivait à la nuque, certains ont dû passer plusieurs jours debout pour éviter de se noyer. Le ministère des Affaires locales du Zimbabwe a fait appel à la générosité du public pour financer le pompage de l'eau, nourrir les équipes sur le terrain et les familles en deuil, le transport et les obsèques des victimes. Des opérations d'un coût qu'il a estimé à l'équivalent de 177 000 €. La campagne pour les élections législatives du 10 mars a démarré ce week-end en Guinée-Bissau, pays confronté donc à de nombreux défis dans une instabilité politique et militaire que l'ONU a donc promis d'appuyer après donc ce scrutin. La campagne électorale en vue des législatives du 10 mars en Guinée-Bissau est en marche. Son top départ a été donné samedi. Les différents candidats à cette consultation électorale ont jusqu'au 8 mars pour convaincre les électeurs. Des cortèges sillonnent déjà les principales villes du pays. Nous allons choisir celui qui sera le mieux pour tous, pour qu'il nous gouverne, celui qui va nous valoriser. Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons déjà vécu. Les mots auxquels les Bissau-Guinéens sont confrontés ont pour nom instabilité politique et militaire. L'enjeu de cette élection est donc de taille, permettre à la Guinée-Bissau de sortir de la crise politique dans laquelle elle est plongée depuis 2015, avec en toile de fond une éventuelle levée des sanctions imposées au pays par la communauté internationale depuis le coup d'État de 2012, premier test avant le scrutin, le déroulement de cette campagne électorale. Au Nigeria, après donc le report des élections présidentielles prévues le 16 février, les deux principaux partis nigériens, l'APC au pouvoir et le PDP, se revoient la responsabilité donc du report des élections présidentielles au 23 février prochain. Ce report n'est pas du goût de toute la population nigérienne. Ils expriment ici leur déception et leur colère. Au Nigeria, le report des élections générales au 23 février prochain et au 9 mars dans la nuit de vendredi à samedi par la Commission nationale électorale indépendante a suscité de nombreuses réactions. Le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, s'est dit extrêmement déçu et a demandé à la Commission électorale de rester impartiale. De son côté, le candidat de l'opposition Abubakar Atiku du Parti populaire démocratique a appelé ses supporters au calme face à une provocation. Dans les rues de Lagos, c'est également la grosse déception. Tout le monde est prêt à voter ce matin, mais à notre grande surprise, ils ont annoncé un report. C'est très décevant, on n'apprécie pas du tout. Pour reporter l'élection, c'est un arrangement pour truquer les élections. Nous n'allons jamais accepter cela. La commission électorale qui s'est réunie d'urgence hier a évoqué des problèmes logistiques pour expliquer ce report, mais elle n'a donné aucune précision supplémentaire. 3 centres de la commission ont été brûlés à travers le pays et l'opposition dénonçait il y a quelques jours l'absence de bulletins dans de nombreux États.
Au Tchad, les élections législatives et communales seront bientôt organisées avant donc la fin du premier semestre 2019. Une nouvelle équipe de la CENI doit être nommée sur base paritaire, mais l'opposition, quant à elle, est divisée sur la question de ses représentants. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration, où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je vais être au niveau de la CENI, je vais être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. La Guinée équatoriale assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU en ce mois de février 2019. Un mandat d'1 mois qui devrait donc permettre de mettre l'Afrique au centre des préoccupations, également des débats internationaux. Première pour la Guinée équatoriale, le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de février 2019 et jusqu'au début du mois de mars 2019, une présidence qui devrait donner plus de visibilité aux questions africaines. Nous voulons, par de tout, qu'il y a la paix en Afrique. On est déjà fatigué, qu'il y a des guerres, des problèmes, la famine, beaucoup de choses en Afrique. Nous voulons avoir une nouvelle Afrique où tous les systèmes peuvent fonctionner, soit le politique, le social, le culturel. La priorité est donnée à la sensibilisation de la communauté internationale aux maux du continent africain. Durant ce mois de présidence, la Guinée équatoriale souhaite donner une meilleure vision de l'Afrique à l'international et ambitionne l'instauration de la paix sur l'ensemble du continent. On va éviter que l'Afrique soit toujours le mauvais enfant de toutes les écoles. Donc, dans notre système maintenant, on préfère que l'Afrique soit une voix qui peut être écoutée dans tout le monde et qui amène la paix au monde entier. Le programme du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de février réside sur des débats de haut niveau sur les activités mercenaires en Afrique centrale et sur les crimes maritimes. Le 3e débat aura lieu à la fin du mois de février. Il tournera autour de la méthodologie à adopter pour faire taire les armes en Afrique. Le président Félix Tshisekedi a effectué une tournée continentale depuis ce mois de février. Il s'est rendu au Congo-Brazzaville. Il a ainsi rencontré donc la diaspora exilée congolaise de ce pays. Lors de sa visite en République du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec la communauté de la République démocratique du Congo installée à Brazzaville. Dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, il a invité ses compatriotes en exil politique ou volontaire à regagner le pays s'ils le désirent. Nous allons créer les conditions favorables afin que vous, nos compatriotes de la diaspora, puissiez regagner votre patrie et que les raisons de votre départ n'aient plus d'effet. Nous aurons besoin de chacun de vous afin que votre expérience acquise soit bénéfique au développement du pays. On ne parlera plus d'exil et plus aucune raison ne fera de vous des réfugiés politiques.
Au regard des enjeux sécuritaires auxquels il doit faire face, le président de la République démocratique du Congo a fait de la paix sa priorité capitale pour bien gouverner le pays. Un avis partagé par la diaspora de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Ce qui m'a intéressé, c'est le message sur la paix. Vous savez, aujourd'hui, il y a une insécurité totale dans notre pays. Pour la paix, nous avons aussi de militaires qui sont à l'étranger, dans beaucoup de pays. Nous voulons qu'il y ait une loi d'amnistie afin que tous ces militaires-là rentrent au pays pour pouvoir sécuriser le pays. Afin de permettre à tous les enfants en âge de scolarisation d'accéder à l'école, le président Félix Tshisekedi promet la gratuité de l'éducation pour tous. International Business Bank lance ses activités. IB Bank est la nouvelle dénomination de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée donc en 2005 à l'initiative de l'État burkinabé. On en sait plus dans cet élément. Avec ce nouveau siège aménagé selon les standards internationaux et équipé de matériel moderne, International Business Bank s'inscrit dans une ambition affichée de créer un groupe financier en vue de participer au développement économique et social du Burkina et de l'Afrique. La nouvelle dynamique, ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire. Mahamadou Bonkungu, à la tête d'un vaste empire économique, en est le principal actionnaire. Son entrée en 2018 à hauteur de 51% dans le capital social de l'établissement fait de la banque la seconde institution financière au capital le plus élevé du pays, avec plus de 22 milliards de francs CFA. Nous avons cru à la vision de l'actionnaire majoritaire. Nous avons adhéré aux ambitions qu'il avait pour cette banque et nous avons décidé d'associer l'image de la caisse à ce nouvel élan. IB Bank compte investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. L'innovation sera donc placée au cœur de sa stratégie. Autrefois, Banque de l'Habitat du Burkina Faso, l'institution reste bien entendu le bras financier du gouvernement pour sa politique du logement, surtout dans son volet social. Au Bénin, les élections législatives se tiendront donc le 28 avril prochain. Mais à quelques semaines de ces scrutins, le nouveau code électoral adopté donc en septembre 2018 reste au cœur d'une polémique, plus particulièrement l'article 242. On en sait plus dans cet élément. Certaines dispositions du nouveau code électoral continuent de susciter la polémique en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. La caution de 249 millions pour chaque liste de candidature aux législatives, l'introduction du quitus fiscal dans le dossier de candidature ou celle d'un quota du suffrage national ou la répartition des sièges sont entre autres les dispositions phares de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, l'application de l'article 46 lié au dossier de candidature et de l'article 242 relatif à la répartition des sièges alimente les débats. Grâce aux dénonciations que nous faisons, je crois que le gouvernement recule. Sur les points qui n'auraient pas reculé et qui mettront en danger notre démocratie, je crois que on avisera. Le quitus fiscal des 3 dernières années et le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigés aux candidats pour les législatives du 28 avril 2019 sont délivrés respectivement par la direction des impôts et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas véritablement où se situent les différentes complications. S'agissant de l'article 46, il est dit que quand un dossier est déposé, il ne peut plus être complété ni retiré. À une semaine du démarrage des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité peine à s'effectuer. Actualité hors du continent africain à présent, Mohamed Ben Salam effectue une visite de 24 heures dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Le prince héritier saoudien espère signer de juteux contrats. Il entend également surtout se repositionner sur la scène internationale 5 mois après le meurtre de Jamal.
Mohammed Ben Salman, tout sourire à sa descente d'avion. Le Pakistan est la première étape de la tournée asiatique du prince héritier saoudien. Accueilli avec les honneurs par le Premier ministre Imran Khan, sa visite devrait être bénéfique pour Riyad comme pour Islamabad. Au programme, la signature d'une série d'accords commerciaux, notamment dans les infrastructures énergétiques du pays. Une somme importante qui vient à point nommé pour le Pakistan qui traverse une grave crise financière et se trouve sérieusement endetté. Le pays espère de son vieil allié saoudien une bouée de sauvetage. Pour MBS, 5 mois après l'affaire Khashoggi, et dans un contexte de forte tension avec les Occidentaux qui l'accusent d'avoir commandité l'assassinat du journaliste saoudien critique du régime, il s'agit de montrer que le royaume sunnite reste un acteur clé de la scène diplomatique, mais pas seulement. Une affaire de trafic de drogue internationale hors norme et un interminable feuilleton judiciaire. Le procès de l'affaire dite cocaïne s'ouvre ce lundi 18 février devant une cour d'assises spéciale sans jury à Aix, en Provence. C'est en France. Que s'est-il réellement passé cette nuit de mars 2013 sur l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine? Les 2 pilotes de ce Falcon en partance pour la France avaient-ils ou pas connaissance du contenu de ces 26 valises de passagers remplies, d'après les autorités locales, de près de 700 kilos de cocaïne? Bruno Odos et Pascal Fauré sont d'anciens pilotes de chasse reconvertis dans l'aviation d'affaires. Ils sont arrêtés avec Nicolas Pissapia, passager, et Alain Castagny, apporteur d'affaires. Les 4 sont condamnés à 20 ans de prison en août 2015 par la justice dominicaine. Quelques mois plus tard, alors qu'ils sont en liberté conditionnelle, les 2 pilotes s'enfuient et regagnent la France. Depuis, ils se disent à la disposition de la justice française. Ont-ils été trompés sur la cargaison comme ils l'assurent, ou sont-ils complices? Pour trafic de drogue internationale en bande organisée, ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. Le gouvernement yéménite et les représentants des rebelles Houthis se sont donc accordés. Ils sont donc tombés d'accord sur la première phase du redéploiement de leurs forces prévues par l'accord conclu en Suède sur le statut de la ville portuaire d'Hodeïda. C'est une annonce qui a été donc faite par les Nations Unies dans un communiqué. Il aura fallu 2 jours de réunion entre les représentants des rebelles Houthis et ceux du gouvernement yéménite pour parvenir à un accord de retrait des combattants présents à Hodeïda. Après des discussions longues mais constructives, les parties sont parvenues à un accord sur la phase 1 du redéploiement mutuel des forces. C'est l'ex-général danois Michael Lolsgaard, chef de la mission des Nations Unies au Yémen, qui a conduit ces 4e négociations entre les belligérants. La première phase prévoit un retrait des Houthis des ports de Hodeïda, de Salif et de Ras Issa. Dans le même temps, les forces de la coalition saoudienne doivent se retirer de la périphérie d'Hodeïda. L'ONU espère ainsi sécuriser le transit de l'aide humanitaire dans le pays, alors que d'après ces données, 24 millions de personnes ont besoin d'assistance, parmi lesquelles 14 millions sont menacées par la famine. Les retraits des troupes auraient dû commencer après l'entrée en vigueur d'une trêve conclue en Suède le 18 décembre dernier, mais des retards se sont accumulés et les accords sont imprécis, ce qui permet à chaque camp de justifier encore certaines opérations militaires. Les Nations Unies ont ajouté, sans donner de date, qu'un accord de principe sur la 2e phase du redéploiement des forces a aussi été trouvé. De nouvelles négociations doivent se tenir la semaine prochaine. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad a exhorté les Européens à faire davantage. Il a dit donc en ses propos de se mouiller pour sauver donc l'accord de Vienne sur le nucléaire de 2015. Et c'était donc à Munich ce dimanche lors de la conférence annuelle sur la sécurité. Diplomates et chefs d'État ont plié bagages. À Munich, durant la dernière journée de débat, l'attention était focalisée sur l'Iran et son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Il a tenu à répondre aux attaques américaines de la veille. Ici même, à Munich, M. Pence a, avec arrogance, demandé à l'Europe, sur son sol, qu'elle rejoigne les États-Unis et sorte de l'accord sur le nucléaire iranien. Il porte ainsi atteinte à sa propre sécurité et rompt ses obligations. Le ton est ferme alors que 3 États européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, tentent coûte que coûte de sauver l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait unilatéral des États-Unis.
Instex, c'est son nom, doit permettre de maintenir les transactions commerciales avec l'Iran en contournant les sanctions américaines. La liste des secteurs est limitée, seuls les biens à but humanitaire seront concernés. Ce nouvel instrument financier est jugé beaucoup trop timoré du côté iranien. Le nouveau mécanisme pour contourner les sanctions américaines n'est pas à la hauteur des engagements pour sauver l'accord sur le nucléaire. L'Europe doit se mouiller si elle veut résister à l'unilatéralisme américain. Pour Téhéran, la seule solution reste donc le sauvetage de l'accord de Vienne, signé en 2015. Une position également défendue ce samedi par Angela Merkel. Donald Trump reste persuadé que l'Iran n'a pas renoncé à ses ambitions nucléaires, malgré les conclusions inverses des observateurs. La justice française doit se prononcer ce lundi sur la sortie du film Grâce à Dieu de François Ozon, inspiré donc du combat mené par les victimes lyonnaises du prêtre Bernard, mis en examen pour agression sexuelle sur mineur. Ce film qui a donc reçu le prix du grand jury de l'Ours d'Argent attend donc son verdict du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur un éventuel report de la sortie du film prévu mercredi prochain. On suit ensemble un extrait de ce film à polémique. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a 1 mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner? Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Moi, je voudrais vous dire que je fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église. Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Pourquoi vous étiez pas allé voir la police? Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde. Tu n'as pas le monopole de la souffrance, y a pas que toi qui souffres ici, hein. La vérité qui s'en rend fin. Ah ben bravo. Putain, la vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, j'ai rien construit, hein. Pas de famille, pas de boulot. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien en fait, hein. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Et puis pour vous, si vous arrive quelque chose, vous saurez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'information dans 1 heure exactement.